Bienvenue à toutes et à tous, je suis Jardinière, je suis la directrice de l'Oriops PACA et Corse. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette organisation interfédérale pour effectivement une conférence de presse qui vient porter un message d'alerte sur lequel je ne vais pas m'appesantir puisque effectivement nos intervenants vont venir détailler les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans ce cadre, à Lucilla Blancard, que nous remercions de nous accueillir pour porter un certain nombre de messages et d'inquiétudes au regard de la situation qui concerne nos proches, nos concitoyens les plus vulnérables. Donc je vais sans tarder commencer à passer la parole à certains des organisateurs. Nous avons aussi la chance et le privilège d'accueillir des parents de personnes en situation de handicap qui pourront nous expliciter leur quotidien et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui. Nous les remercions d'avoir pris ce temps sur leur organisation pour être avec nous ce matin. Donc je vais sans tarder passer la parole en premier lieu à Jean-Vincent Picresse, le président de l'Oriops PACA et Corse. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci effectivement d'être présent en nombre aujourd'hui pour cette conférence. Alors quelques mots d'introduction, tout d'abord pour préciser que notre mobilisation est régionale et intersectorielle, comme ça a été dit, mais aussi qu'elle vient en soutien d'une mobilisation qui est nationale. Alors quel est le sens de cette mobilisation? Pourquoi est-elle unitaire et en quelque sorte inédite? Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des risques graves. Moi, je vais peser les mots, mais je pense qu'il faut être direct. Il y a des risques graves qui pèsent aujourd'hui sur l'accompagnement des plus vulnérables, avec des impacts immédiats sur la sécurité, sur la qualité, voire même sur le maintien de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, en situation de pauvreté, et puis aussi ne pas oublier celles relevant de la protection de l'enfance. Alors ces impacts sont la conséquence de la pénurie de personnel rencontrée par les associations gestionnaires des établissements et services, associations qui n'ont jamais rencontré autant de difficultés pour recruter. Pourtant, depuis le début de la crise sanitaire, pour maintenir et assurer leur mission d'aide et de soins, les professionnels de ce secteur se sont mobilisés, compensant souvent le manque d'effectifs, en mutualisant les moyens et en faisant preuve aussi de toujours plus d'imagination et d'innovation pour cela. Pourtant, aujourd'hui, il y a une vraie crise de ces métiers de l'humain et on assiste à une désaffection, un manque d'attractivité, comme on le dit, du secteur et des ressources humaines qui s'épuisent chaque jour davantage. Comment pourra se poursuivre l'accompagnement des personnes vulnérables? Quelles seront les conséquences pour ces personnes et leurs aidants? Si demain les structures qui sont dédiées aux plus fragiles n'ont plus les moyens d'assurer leur mission, qui s'occupera des personnes âgées? Qui s'occupera des personnes handicapées, des personnes relevant de la protection de l'enfance et des plus pauvres d'entre nous? Si demain des établissements et services doivent fermer faute de personnel, combien de personnes resteront isolées, livrées elles-mêmes, certainement même en danger? Alors, si on évoque les aidants sont déjà fortement impliqués aujourd'hui. Doivent-ils se sacrifier ou s'impliquer davantage encore, faute de professionnels qualifiés? Est-ce qu'ils peuvent être la variable d'ajustement? C'est horrible, mais pourtant ça risque d'être le cas. Est-ce qu'on va substituer la solidarité familiale à la solidarité nationale? Alors ne pas soutenir les professionnels du secteur, c'est vraiment méconnaître leur rôle, le rôle qu'ils assurent au quotidien. Et il est difficile de comprendre pourquoi ceux qui accompagnent les plus fragiles sont si peu valorisés. Il y a un impératif, une nécessité à investir sur ce secteur, car ce sont à terme
et on peut le dire déjà aujourd'hui, les personnes accompagnées qui subiront les conséquences des difficultés rencontrées actuellement. Ça devrait être la priorité des politiques publiques. Pourtant, les dernières annonces n'ont répondu que partiellement aux attentes et aux enjeux. Et elles ont créé des fractures entre les professionnels du secteur. Alors ce soutien, bien sûr, ça doit passer par une revalorisation salariale, c'est évident. C'est un minimum. Mais ça ne passe pas que par ça. L'attractivité de ces métiers de l'humain, j'insiste sur l'humain, c'est aussi le sens, le parcours et la formation, les perspectives et l'évolution. Alors nous partageons tous ici ces constats, ces préoccupations, et cette mobilisation unitaire, comme ça a été dit, est une alerte. Car nous sommes tous potentiellement, aujourd'hui, demain, des personnes vulnérables. Il s'agit donc bien là d'une question d'intérêt général et d'une vision de la société de demain. Le RIOPS PACA et Corse a une mission politique en lien avec une ambition sociétale, un projet de société inclusive, solidaire, accessible, fraternelle. Nous sommes une union intersectorielle aussi pour témoigner de ce que cela représente pour chaque secteur. Je vais laisser la parole circuler afin que chaque intervenant puisse témoigner de cette réalité et des conséquences au quotidien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maxime Méry, chargé d'études et des relations institutionnelles de la délégation régionale PACA et Corse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous, je suis Maxime Méry, de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de la Croix-Rouge française. Merci Monsieur le Président pour ces quelques mots d'introduction. Je souhaite aujourd'hui avec vous porter la parole des personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont plus de solution, celles et ceux qui malheureusement évoluent dans l'indifférence, celles et ceux que nous côtoyons au quotidien dans nos établissements. Leurs attentes, leurs préoccupations sont au cœur de notre engagement et l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs qui sont, comme vous le savez, extrêmement mobilisés. Alors, ces personnes qu'on accompagne, ils ont des prénoms, ils s'appellent Jacques, 86 ans, hémiplégique et résident d'un EHPAD, Niaz Mohamed, 22 ans, fuyant la guerre venu d'Afghanistan, ou encore Quentin, 16 ans, accueilli à l'Institut médico-éducatif. Bien souvent, ils cumulent les fragilités et n'ont pas les moyens de s'en protéger. Nous sommes là pour les aider à élaborer un projet de vie. Nous leur apportons soutien, présence et chaleur jour après jour. Nous leur donnons des outils pour la vie, nous leur permettons un retour durable à l'autonomie pour qu'ils puissent enfin reconstruire progressivement une vie personnelle et sociale. Pour nous, et il faut bien l'avoir en tête, chacune de ces personnes est une personne autonome, capable de choisir et d'être acteur de son propre parcours. Nous plaçons la liberté de choix des personnes que nous accompagnons au cœur de nos dispositifs. C'est pour nous une question de respect, de la dignité des personnes, mais aussi d'efficacité de nos dispositifs. Alors les Jacques, Niaz, Quentin, ils sont de plus en plus nombreux. Tout comme eux, nous sommes tous vulnérables. Toutes les vies sont fragiles et peuvent être bouleversées par une catastrophe, un accident, une rupture, une pathologie ou des violences. Augmentation de la pauvreté et maintien des inégalités. Persistance des inégalités sociales en santé. Vieillissement de la population qui amplifie les besoins en santé. Une croissance régulière des prises en charge par la protection de l'enfance. Une jeunesse qui concentre les difficultés et fragilisée par la crise sanitaire. Une société extrêmement polarisée dans laquelle nous constatons l'augmentation des violences sociales et psychologiques. Vous le voyez, les besoins sont importants, croissants et n'ont jamais été aussi forts. Personnes âgées, handicapées, en situation d'exclusion, de pauvreté, enfants en difficulté, les publics vulnérables représentent environ 15% de la population française, soit près de 10 millions de personnes. Pour sécuriser les parcours des plus fragiles et préserver la qualité de leur accompagnement, pour construire ensemble un système de soins complet à même de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, les établissements privés non lucratifs comme les nôtres ont un rôle majeur à jouer. Je crois que la crise a encore démontré notre modèle, le modèle associatif, est plus que jamais pertinent pour apporter une réponse efficiente aux besoins des personnes que nous accompagnons et pour, bien sûr, vous l'avez dit, Président, construire une société inclusive. L'action de notre association, elle repose sur l'engagement de milliers de collaborateurs, d'hommes et de femmes, qui dédient leur vie à l'accompagnement et au lien social.
L'action de ces collaborateurs, je le répète aujourd'hui, est indispensable. Ils ont été tout autant mobilisés pendant la crise sanitaire que les personnels soignants. À l'heure où nos établissements sont épuisés, il faut bien l'avoir en tête, d'une période de crise sanitaire sans précédent, nous appelons, comme cela a été dit, à revaloriser les carrières des professionnels de l'ensemble du secteur social et médico-social. Comme de nombreux secteurs, il fait face à des tensions de recrutement dont les conséquences sont dramatiques pour l'accompagnement. Un manque de bras, auquel s'ajoute un manque de candidats dans nos écoles de formation. Les professionnels sont, pour leur niveau d'études, mal rémunérés, tout en étant confrontés à des situations de travail extrêmement difficiles. Vous l'avez dit, Président, l'avenir de nos métiers est en péril. Mais au-delà de cette nécessaire et urgente revalorisation, la démarche que nous proposons a vocation à promouvoir l'attractivité des métiers. Nous devons favoriser des vocations auprès des plus jeunes qui, la crise l'a démontré, sont à la recherche de sens. Alors, l'heure est venue de revaloriser le rôle, les missions, le statut et la rémunération des professionnels du secteur, de redonner des perspectives positives à ces milliers d'hommes et de femmes qui, au quotidien, font vivre les politiques de solidarité de l'État et des collectivités. Alors, je crois qu'il faut aussi rajouter une petite connotation politique. En cette fin de mandat, en cette fin de quinquennat, nous espérons que les pouvoirs publics redonnent espoir aux salariés du secteur associatif. Nous espérons que les pouvoirs publics leur redonnent toute la reconnaissance qu'ils méritent, tant leur utilité sociale est primordiale pour le vivre ensemble. Je passe maintenant la parole à Marie Souche, qui est déléguée régionale de l'UNAPI PACA Corse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis donc Marie Souche et je représente aujourd'hui, en tout cas je porte la parole de mon président, M. Emmanuel Charroux, qui n'a pas pu être présent parmi nous. Vous présenter brièvement ce qu'est l'UNAPI, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est un mouvement parental militant qui existe depuis plus de 60 ans. Et donc ça fait plus d'un demi-siècle en fait que l'UNAPI accueille et accompagne des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap et porteurs de troubles du neurodéveloppement. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce que sont les TND, un énième acronisme? C'est le handicap mental, c'est le handicap psychique, c'est l'autisme, c'est le polyhandicap. Et si on est là aujourd'hui, nous aussi, présents avec les autres fédérations, je ne vais pas redire ce qui a été dit, qu'il a été dit de manière tout à fait excellente de la part des représentants de l'URIOPS et de la Croix-Rouge à l'instant, c'est parce qu'il y a urgence, effectivement, parce que les pénuries de personnel ont un impact dramatique sur les personnes qu'on accompagne, parce que ce sont eux les vraies victimes collatérales, eux et leurs aidants, et leurs familles, aujourd'hui. Dans certains établissements, on a 212, nous, en PACA et en Corse. On accompagne au quotidien 8600 personnes. Aujourd'hui, on est obligé de fermer des services. On est obligé de diminuer, d'avoir des ruptures dans l'accompagnement des personnes. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en 2021, clairement. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas supporter. On ne comble plus parfois que les besoins primaires, c'est-à-dire vérifier que la personne peut se nourrir correctement, peut se vêtir, qu'elle a un rythme circadien concret, mais on n'est plus dans notre cœur de métier, qui est l'accompagnement. L'accompagnement à l'éveil, à l'autonomie, à quelque part aider la personne à réaliser son projet, puis on en est très loin aujourd'hui, et ça devient une priorité de ne pas perdre ça de vue. Aujourd'hui, ne revaloriser qu'une une partie des personnels qui nous accompagnent dans le secteur du handicap, dans le secteur médico-social, c'est une erreur dramatique et qui aura de lourdes conséquences. Je pense que les parents qui sont présents aujourd'hui sauront bien mieux que moi vous l'exprimer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on propose, pour illustrer effectivement cette problématique dans le secteur du handicap, de donner la parole à des parents, à des mamans de personnes en situation de handicap qui nous ont fait l'honneur d'être présentes avec nous pour cette conférence de presse. Donc nous allons entendre successivement Madame Marie-Josée Maffeo, qui est parent d'une personne handicapée et présidente du collectif Handicap Mental. Nous entendrons également Fabienne Beauparlant-Leroy, présidente de l'association des familles de la masse Un Toit pour moi, et puis Corinne Toura, qui est également maman et aidante. Alors, je vous passe la parole. Peut-être en premier lieu, Madame Maffeo, si vous en êtes d'accord, pour nous dire en quelques mots, votre quotidien, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et ce que vous avez à dire au regard de la situation actuelle. Alors moi, je suis la tante d'un adulte handicapé qui est au foyer de Gillastré. Ce foyer a été créé en 2000 et donc il est la suite d'une action du collectif Handicap Mental dont je suis la présidente. Cette association regroupe des familles et des aidants. Et donc à l'époque, on avait créé cette association pour répondre à une pénurie de places.
puisque tous ces jeunes adultes étaient sous amendement Creton dans des foyers et attendaient depuis déjà 4-5 ans la possibilité d'être accueillis différemment. Donc moi aujourd'hui, je voudrais témoigner de ce foyer à 20 ans. C'est un foyer qui a une façon d'accompagner les personnes qui est absolument une grande qualité. Il y a d'autres familles qui sont dans d'autres établissements, voilà, donc qui aussi sont des établissements assez récents et qui ont ces mêmes pratiques d'accompagnement qui sont soucieuses d'abord qui sont le fruit d'une réflexion collective, qui s'appuient sur des projets d'établissements personnalisés, mais qui sont aussi le fruit vraiment d'un accompagnement ouvert sur le monde. Et quand on parle d'inclusion, ils font tout à fait leur travail d'inclusion à la fois dans la cité, dans la vie, et ils adoptent une ouverture sur le monde. Donc tous ces personnels s'occupent de ces personnes qui sont en grande dépendance pour arriver à leur donner, veiller à leur sécurité évidemment, à leur santé et aux besoins primordiaux, mais à tout le reste, c'est-à-dire de vivre dans la plus grande joie possible, leur proposer des activités, leur proposer du sport, les écouter. Et ce sont c'est du personnel qui est connu des résidents et qui connaissent bien les résidents aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Donc pendant le confinement, le premier confinement qui a été long, un groupe de résidents n'a pas pu rentrer chez lui puisque soit que les parents étaient trop âgés, malades, ou dans le cas de mon neveu, ses parents ont disparu, je suis la seule à m'occuper de lui et je ne pouvais pas avoir le risque d'être en plus malade pour ne plus pouvoir m'occuper de lui par la suite. Bon. Et puis je ne suis pas capable à moi toute seule de proposer la dynamique que peut proposer un établissement. Donc déjà, pendant ce confinement, les éducateurs qui se sont impliqués ont été absolument extraordinaires. Il y avait même un résident qui a eu le Covid et donc toute la journée il y avait quelqu'un avec lui dans sa chambre et qui s'occupait de lui. Donc ils se sont engagés même pour leur santé dans ce travail d'accompagnement. Donc il y avait des activités nouvelles qui ont été proposées, il y a le soir même des moments de parole avec les parents qui ont été mis en place par Skype, enfin tout ça, quoi. Et donc à la suite de ça, et même auparavant pourtant, malgré la volonté de tous ces personnels d'être présents, même auparavant, déjà et depuis environ 3-4 ans, on se rendait bien compte que même le week-end des fois, il était difficile, quand un des éducateurs était malade, de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et donc il y avait des activités comme ça qui ne pouvaient pas être mises en place. Pendant l'été et à la suite de la crise sanitaire, le foyer fermait une quinzaine de jours et au retour, donc, un certain nombre de résidents qui n'avaient pas pu être accueillis par leur famille étaient au foyer. Et donc là, ça a été vraiment très 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 difficile pour le personnel administratif de trouver quand un des éducateurs qui devait être présent avait un souci de santé. Ça a été extrêmement difficile de trouver du personnel intérimaire. Il y a eu même des jours où le foyer a tourné avec du personnel d'intérim qui ne connaissait pas les résidents. Donc moi, ce que je voudrais signaler, je fais rapidement, il y a 2 points qui me paraissent très importants. C'est quand on entend parler de désinstitutionnalisation et qu'on nous assène ce genre de propos d'une façon dangereuse, sans se rendre compte de ce qu'est le terrain. Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ce travail à partir des institutions, ce travail vraiment d'un véritable accompagnement qui correspond à des droits, bien sûr. Et puis, j'ai été enseignante dans le primaire et j'ai connu l'époque où les premiers enfants qui avaient des difficultés sont arrivés dans nos classes et où on a mis en place le système d'AVS. Alors, quand j'entends parler c'est M. Castex qui l'a dit, bon, rien contre lui, mais on fait peut-être ignorant du terrain, mais qu'on va avoir recours à Pôle emploi avec des formations courtes. Les AVS aussi devaient avoir des formations courtes, sauf qu'ils rentraient en septembre dans les classes. Ils avaient une formation de 3 jours au mois de mai. Et pendant toute l'année, c'était des difficultés énormes pour eux, pour l'enfant qui les accompagnait, pour la classe. Alors j'espère qu'on ne va pas arriver à ce type de choses-là. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mafféo. Je passe la parole tout de suite à Fabienne Beauparlant-Leroy, présidente de l'Association des familles de la Masse, Un Toit pour moi, qui est venue avec Martin. Bonjour. Oui, je suis venue avec mon garçon, il y a sa copine là-haut, Anaël, pour qu'en fait,
vous vous rendiez compte de ce que c'est qu'une personne totalement dépendante. Le monde du handicap est quand même très transparent par rapport au monde des valides, des standards, du monde normal, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la normalité ? C'est très transparent. En fait, ils ne parlent pas, ils ne se font pas entendre. Les familles, on a le nez dans le guidon. En fait, on n'arrive pas, même si on essaie d'écarter les doigts de pied de façon à faire de la place pour nos jeunes, voilà, c'est pas très stable non plus. Donc, effectivement, c'est compliqué, c'est difficile, c'est fatigant, c'est épuisant pour les parents. J'ai un petit peu de mal à me reconnaître dans ce terme d'aidant parce que je suis juste la maman de mon fils, quoi. Donc je m'en occupe, il est malade, on ne sait même pas ce qu'il a, mais il est handicapé depuis sa naissance, bon ben voilà, je m'en occupe tous les jours avec son papa, avec sa sœur tant qu'elle vivait avec nous. Je peux vous dire que pour la fratrie, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué pour les frères et sœurs. Ça n'est pas leur rôle de s'occuper de leurs frères, de leurs sœurs. Voilà, ils ont leur vie à faire, eux aussi. Déjà au niveau scolaire, quand ma fille allait à l'école, que son fils, alors, avec beaucoup de différences. J'avais l'habitude de dire, quand Martin était en IME, qui est passé en EAP, c'est juste le sigle qui a changé, en fait, que Martin allait à l'école, et sa sœur aussi. Ça a beaucoup choqué les membres, les personnels. Mais en même temps, ça permettait de rentrer un petit peu dans une normalité. C'était plus facile pour ma fille aussi. Parce que c'est pas très très simple. Ils ont un côté, cette fratrie a un côté où elle mûrit beaucoup plus vite que le reste des jeunes. Ils sont en décalage par rapport à leurs copains de classe. C'est pas très très simple de faire venir les petits copains, les petites copines pour un anniversaire, pour un mercredi après-midi, alors qu'il y a le frère en fauteuil roulant qui bave parce que, ma foi, tu sais pas vraiment fermer la bouche, mon garçon, c'est pas très grave, tu baves, on fait avec. Nous, on fait avec, on est habitués, on a vécu comme ça, mais c'est pas très simple. Et puis tous ces regards de cette société, les nounous qui font un essai pour nous garder nos bébés quand ils sont jeunes, et puis qui nous disent, madame, en fait, je vais pas pouvoir garder votre fils, je ne supporte pas le regard des gens sur votre fils, puis sur moi ensuite. C'est juste un petit peu tous les jours qu'on en prend un petit peu plein la tête. C'est vraiment, pour la fratrie, pour la famille, c'est compliqué. Alors c'est pas grave, nous on continue notre rôle de parents, c'est pas grave, nous on l'aime comme il est, on lui veut que du bien. Et ce qui me fait le plus mal, parce que effectivement, l'association Un Toit pour moi, c'est l'association de parents qui s'est mobilisée pour dire bon ben il y a rien pour nos jeunes qui grandissent, nos jeunes qui passent en amendement Creton. On commence à nous dire que les éducateurs sont des éducateurs de jeunes enfants, mais c'est pas fait pour les enfants qui grandissent. Puis nos jeunes, ils prennent 1 an tous les ans aussi, donc ils deviennent un petit peu plus âgés. C'est plus adapté. Donc on a monté notre association de parents, on a créé un projet de vie. Nous nous sommes ensuite adossés bien sûr à une association gestionnaire, l'ARI, qui fait tout ce qu'elle peut, qui est géniale, qui jamais on a entendu de la part de l'ARI, ils sont trop vieux, on va vous les sortir, c'est mieux pour eux. Mais c'est mieux pour eux qui fait retomber le problème sur les parents, sur la famille, sur les aidants, quand on en trouve des aidants, parce que c'est pareil, des aidants hors famille. Et encore, je ne parle que de la famille extrêmement rapprochée, parce que les oncles et tantes qui ne comprennent rien, on connaît ça aussi. C'est vraiment, c'est fatigant. Je ne vais pas vous faire pleurer, notre vie elle est belle, Martin est un ange. Voilà, elle est belle, elle est juste épuisante cette vie-là. Et ce qui me fait le plus mal, parce qu'effectivement l'association Un Toit pour moi est une association qui, au départ, est faite effectivement pour trouver des solutions. C'est peut-être pas toujours l'institution, c'est peut-être aussi des habitats partagés pour ceux qui sont un petit peu plus autonomes que mon garçon, qu'Anaël là-haut, qu'Agathe, enfin bon, voilà.
il y en a, ils ne peuvent pas vivre seuls, ils ne peuvent pas vivre dans un établissement, dans un habitat partagé, mais on a aidé aussi une association à se monter en habitat partagé. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce qu'il faut trouver le personnel. Alors, pour des questions économiques, toujours. Ah ben on va mutualiser le personnel. Ben oui, mais quand le personnel il téléphone à 8h du matin pour dire je suis malade, je ne viens pas, et qu'est-ce qu'on fait? On a la chance en établissement, malheureusement, se repose beaucoup sur l'équipe administrative, les directions de centre. On a l'impression qu'ils font que ça, de chercher du personnel. Alors, on finit, et ça c'est pas lié au Covid, depuis des années, on vit avec des intérimaires. Et les intérimaires, ils sont peut-être un petit peu mieux payés, mais quand ils viennent intervenir pour nos jeunes, juste une demi-journée par semaine, allez, au mieux 2 demi-journées, pour peu qu'elles soient consécutives, ils commencent peut-être à prendre de l'habitude, mais il y a toujours l'œil des permanents, du personnel permanent qui est là, qui vérifie, parce que devenir un objet de soin, c'est ce qu'ils sont en train de devenir avec les intérimaires. Alors oui, on les lave, on les habille, à peu près, bon, on tire un peu, mais on n'ose pas trop tirer sur le bras pour le détendre, pour enfiler une manche. Et puis la petite grimace, eh ben, faut être à l'affût. Et puis, le sourire. Martin est tombé la semaine dernière, il est arrivé par terre, il était mort de rire. C'était quand même un peu nerveux qu'il était content d'être par terre, enfin je veux dire. Mais j'en veux pas au personnel. Le personnel était extrêmement compétent, il était juste un peu fatigué, il était juste avec une stagiaire à former, il était juste à avoir un œil en même temps à ce que faisaient les intérimaires. On ne peut pas continuer comme ça. Sauf que nous, on a une épée de Damoclès quand même au-dessus de la tête. On a une épée de Damoclès qui est, attention, si vous vous plaignez, et si vous vous plaignez pour dire qu'il n'y a pas assez de personnel, ça va finir par, les services vont finir par fermer. Mais on fait quoi? Ce qui me tient debout et ce qui me donne de l'énergie pour me battre pour mon fils, c'est parce que j'ai un métier et je travaille à plein temps. Vous imaginez un tout petit peu, avec toujours en fond de cours, bon, ben, Martin, ses copains, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que... Et puis ben, le personnel intérimaire, toutes ces activités quotidiennes, ben, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'idée. Bon, pour d'autres associations que nous avons aidées, d'habitat partagé, ok, super, mais on n'est pas... c'est difficile de recruter, au niveau des établissements médico-sociaux. On a parlé des différences de traitement, de salaire, pour les mêmes fonctions. C'est juste extrêmement, extrêmement difficile. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce qu'ils peuvent. Les permanents ont vraiment un dévouement extrême. Mais c'est fini l'histoire des bonnes sœurs qui s'occupent des pauvres vulnérables. C'est fini. Ce sont des vrais professionnels avec des vraies qualifications qu'effectivement, il faut terriblement les augmenter parce que trouver des jeunes en alternance qu'on va former, vous ne tracassez pas, une fois qu'ils sont formés, ben, ils vont ailleurs. Et c'est normal, on peut totalement les comprendre. Je veux dire, on travaille pour gagner sa vie. C'est vrai que les permanents, qui sont d'un dévouement extrême, qui ont été d'un dévouement pendant le Covid, mais qui l'étaient déjà avant, ils sont extraordinaires et nos jeunes, ils les aiment. Vraiment, ils les aiment. Mais voilà, c'est tourner qu'avec des vacataires, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. J'en veux pas aux vacataires, j'en veux pas aux intérimaires, pardon. J'en veux pas aux intérimaires, qu'est-ce que vous voulez? Ils viennent là qu'une demi-journée. Ils font ce qu'ils peuvent. Sauf qu'effectivement, de plus en plus, nos jeunes, les jeunes en règle générale, tellement dépendants, eh ben, deviennent des objets de soins. Ça, c'est inacceptable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font plus rien parce qu'il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus le projet qu'on avait monté. Pour l'instant, il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. C'est pas de la faute de l'établissement. C'est juste parce que le personnel tourne de trop. Donc, il n'y a plus les projets de vie sont respectés à minima, mais franchement très très minima. Il n'y a plus d'activité. Et sans parler des professionnels de soins, les kinés. Surtout avec la tarification à l'acte. C'est bien, c'est-à-dire qu'ils font un acte, ils sont payés. Bon, c'est mieux pour un kiné d'avoir
5 patients en même temps, hop, il jette un petit coup d'œil, il encaisse 5 actes, d'accord? Nos jeunes qui sont tellement dépendants, qui ont des séances chronophages automatiquement, ben voilà, ça n'intéresse plus personne. Les ergots, ils sont payés, excusez-moi, je suis trop longue, les ergots, ils sont payés quand ils sont dans des établissements, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il faut savoir que quand à l'extérieur, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, les ergots qui seraient là pour mettre en place du matériel adapté au handicap de chacun, quand ils travaillent à mi-temps dans des établissements, ils courent après le temps. Hein, et puis, à l'extérieur, eh bien, il faut être... Quand on est handicapé en France actuellement, dans la société actuelle, ben, il faut être fortuné, hein, parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est parlant, mais c'est précieux tous les éléments que vous nous donnez parce que vous rendez concrètes des réalités. Et merci beaucoup de ce témoignage. Et merci à Martin aussi. On va passer la parole à Corinne Touram qui va nous faire aussi part de ses propres réalités, de son quotidien. Et je voudrais souligner combien nous avons besoin de ces établissements. Et je trouve qu'on est complètement d'accord là, avec les professionnels et les directeurs, et moi les familles. Là, on fait vraiment un groupe pour alerter parce qu'on est tous en souffrance. Et on veut tous aller dans le même sens. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment une cohésion entre les professionnels et les familles, les résidents, parce qu'eux ne se retrouvent pas dans leur travail. Et parce que ça ne les amuse pas du tout hein, de ne faire que le strict minimum. C'est pas du tout leur formation. Et aujourd'hui, nous, on ne tente que de faire ça. Et je voudrais donc témoigner sur l'importance de l'établissement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion, beaucoup d'inclusion, de désinstitutionnalisation, etc., sortir des établissements, de l'enfermement, etc. Mais en fait, jusqu'à présent, on se battait pour avoir des places, pour créer d'autres établissements. Et aujourd'hui, on a une vraie régression. C'est-à-dire que maintenant, on vide les établissements qu'on a eu tant de mal à créer. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 50, il n'y avait rien. Ce sont les parents qui se sont mobilisés pour créer des établissements. Et voilà. Et maintenant, on a l'impression qu'on revient en arrière. C'est toute cette lutte qu'il y a eu, etc. Et un établissement, si vous voulez mon parcours, donc j'ai un enfant qui est polyhandicapé. Et il a pu aller un petit peu à la maternelle, donc c'est vrai qu'on parle de l'inclusion, mais c'est un très beau terme, c'est un concept magnifique, mais en fait la réalité est différente pour beaucoup de personnes. Toutes les personnes handicapées ne peuvent pas aller ne peuvent pas être scolarisées, toutes les personnes handicapées ne peuvent pas avoir un logement, un travail, c'est pas vrai. Il y a des personnes, comme les personnes polyhandicapées, donc que je connais un petit peu, et ben non, elles ont besoin d'un établissement. Rapidement, mon parcours, c'est donc mon fils a pu aller un petit peu à la maternelle, c'était bien, c'était une socialisation, puis après, impossible d'apprendre à lire, à écrire, etc. Donc il a fallu, voilà, et on sort déjà, j'ai eu l'éducation nationale on l'a gardé jusqu'à 8 ans, c'était déjà très très bien, et puis après, il n'y avait plus rien. Donc il a fallu trouver un établissement qui puisse l'accueillir, parce que ça a duré 2 ans, donc je vous dis, les places sont chères, quoi. Les places, on attend que ça, parce qu'en fait, j'avais beau essayer de lui trouver une activité tous les jours, on allait à la piscine, on allait faire du poney, tous les jours de la musique, voilà. Mais en fait, au bout de 2 ans, déjà vous commencez à avoir un épuisement, et un épuisement physique, on en parle tous, un épuisement psychologique, parce qu'en fait, vous vous occupez à plein temps d'une personne qui est totalement dépendante, il faut nourrir, habiller, doucher, etc. Donc quand à 10 ans, j'ai trouvé un établissement pour enfants, mais pour lui, ça a été merveilleux. Il a retrouvé des copains, les professionnels étaient formés, ils avaient des méthodes pour le faire progresser, ils prenaient le temps pour chaque enfant, etc. Donc ça a été une période merveilleuse. Bon, il y allait le jour et le soir, il rentrait à la maison. Et c'est vrai qu'il grandissait, parce qu'il grandissait, on est arrivé à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je ne pouvais plus porter le doucher, enfin, tous les actes il faut voir que tous les actes,
il n'a aucune autonomie. Alors, il est très vivant, il arrive à se déplacer sur les fesses, il se déplace, voilà, il a son fauteuil, il est très actif, mais vous êtes quand même obligé de passer 1 heure pour lui donner à manger. La douche, il faut le porter, le remettre dans le fauteuil, le sortir du fauteuil, le remettre sur son lit, l'habiller, le changer. Enfin, bon, je n'en pouvais plus, je ne me reconnaissais plus. Et quand on parle du terme aidant, ben voilà, j'étais un aidant, je n'étais plus une mère. Ce terme aidant est très difficile. Je trouve qu'on ne devrait pas on ne devrait pas devenir des aidants. Et donc j'étais une infirmière plus qu'autre chose. Et en fait, notre relation était complètement parasite, pervertie. Voilà. C'est le terme, etc. Et lui, je veux dire, moi j'étais fatiguée, mais mon fils ne s'y reconnaissait pas non plus. Parce que être un poids, il devenait un poids. Donc là, ils sont intelligents. Ils reconnaissent très bien, on dit qu'ils sont handicapés mentaux, enfin, ils ont une grande sensibilité, ils savent très bien ce qu'ils représentent, et ils finissaient par représenter un poids. Donc quand à 20 ans, j'ai trouvé on m'a dit, voilà, une place se libère dans la même association, parce que je suis à l'UNAPI, à l'UNAPI AP, Alpes-Provence, et quand on a eu une place à 20 ans, et ça a complètement changé, c'est-à-dire qu'il rentrait le week-end, nous on était enfants pour lui, et on a retrouvé une relation de famille, voilà, c'était très bien. Et là, c'est une vraie catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait il avait des activités, je trouvais qu'il avait mûri, il avait grandi, il s'était vraiment épanoui, il s'épanouissait, parce que de le garder à la maison, vous gardez cette personne reste un enfant, voilà. C'est très beau de garder un enfant chez soi, mais j'emploie le terme d'ailleurs, c'est un petit enfant, ça reste un enfant. Là, il a commencé à s'épanouir, à devenir un homme, il avait sa vie personnelle, je revenais, etc. Et là, petit à petit, ça a commencé à se dégrader. Bon, il y a eu le Covid, qui a été vraiment une catastrophe, les professionnels étaient épuisés, et puis un investissement, une crainte pour eux, voilà, toujours cette épée de Damoclès que quelqu'un ait le Covid, de comment ça allait se passer, etc. Bon, bref. Donc le personnel était épuisé, les professionnels étaient épuisés, et puis ça a commencé à se dégrader, et puis je voyais, j'arrivais, je reconnaissais plus personne. Je disais, mais vous êtes qui, etc. Ah, moi je suis un intérimaire, etc. Quand je téléphonais pour dire, ouais, voilà, je viendrai je peux pas venir parce que j'emmène mon fils à l'équitation toujours, etc. Je vais me chercher le week-end, donc je ne pourrais pas venir, je pourrais pas l'accompagner à l'équitation, donc je vais arriver à 2h. J'arrive, ah ben elle n'était pas au courant, c'est un intérimaire qui n'avait pas passé le message, où est son fauteuil, ah ben on ne sait pas où est son fauteuil, des trucs comme ça, les cheveux sales, pas changés, donc des trucs, j'ai commencé à avoir une dégradation de l'accompagnement, et quand je rencontrais un professionnel, donc il me disait, mais on n'a pas le temps, en plus il y a un intérimaire, il s'est désisté au dernier moment, donc vous arrivez, il n'y a personne, vous avez les gens qui attendent comme ça dans le couloir, qui sont là, on commence à leur mettre la télé, ça j'adore, donc ils sont dans la télé, mon fils erre dans les couloirs au sol, etc. Et il n'y a personne parce qu'ils sont en train de faire un change dans une chambre, c'est atroce. Et moi, mon fils, je vois qu'il commence à se dégrader parce qu'il n'a plus d'activité. Et en fait, on fait le strict minimum. Et les professionnels disent, si vous saviez comme on est malheureux de vous dire ça, on a à peine le temps de le changer. Il reste dans sa couche tout l'après-midi, on n'a pas le temps. Et j'ai vu des personnes donner à manger. Normalement, le temps du repas, c'est un temps où vous êtes là, vous parlez, est-ce que tu aimes ça, etc. C'est tout parce qu'ils ont peu de joie quand même. Là. Donc la joie, c'est de manger quand même, de voir de bonnes choses, etc. Et là, je voyais, c'était à la chaîne. Elle était derrière la personne. Elle lui donnait à manger comme ça, elle lui essuyait, elle lui donnait à manger, sans même le regard, sans même le contact. Et parce qu'elle était pressée, il fallait que ça aille vite, parce que les autres attendaient, le repas refroidissait. Non mais, voilà où on en est, c'est absolument une catastrophe. Moi, mon fils, comme il ne peut pas parler, pour exprimer
qui n'a plus envie de vivre, parce qu'on en est là, hein, il ne mange plus. Donc on m'appelle, on me dit voilà, il n'a pas beaucoup mangé, je le vois maigrir. Je ne sais pas si vous voyez le cas critique où on est. Donc moi, je le prends tous les week-ends, normalement c'est tous les 15 jours. Bien sûr, hein, je le prends tous les week-ends. J'ai commencé donc justement le vendredi, je commence à venir me chercher le vendredi, on va à l'équitation, c'est la joie, ils sortent, etc. Ils ne peuvent même pas sortir dans le jardin, parce que comme ils sont un pour un, si vous sortez la personne dans le jardin, il n'y a personne pour le groupe, ils sont par petits groupes de 10, avant c'était super petits groupes de 10. Il y a des personnes handicapées, vous pouvez gérer un groupe, vous pouvez gérer un groupe, tout le monde va manger, etc. Mais je crois vraiment que c'est critique pour la personne polyhandicapée. Et on a un sentiment, je ne veux pas être trop long, mais on a un sentiment d'abandon et que tout le monde se moque de ces personnes qui sont la joie de vivre, il suffit de pas grand-chose pour leur donner le goût de vivre et que tout le monde soit content, que les familles soient heureuses, que les résidents soient contents, que les professionnels soient contents. Et il y a une joie de... Moi, ce que je disais toujours quand j'intervenais, je disais, si vous saviez la joie de vivre qu'il y a dans ces établissements, le personnel est content de faire ça. Il y a une relation merveilleuse pour ces... Mais là, il y a un enrichissement. Moi, j'ai des anticipeurs, parce qu'il y a des associations super, je peux vous les donner, qui sont des anticipeurs. Si vous voyez, au début, ils viennent, ils disent, je ne sais pas ce que c'est que le handicap, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne vous assure pas que je vais pouvoir m'en occuper, etc. Et il y a une joie qui se transmet. Et voilà. Et donc, il y a un côté très positif au handicap. Et là, franchement, je suis très inquiète. Voilà. Un grand merci, Madame Toura. On voit la nécessité effectivement de maintenir cet accompagnement à partir de l'établissement, de l'institution. Parallèlement, il y a aussi des besoins de développer aussi des accompagnements à partir du domicile. Et c'est effectivement l'enjeu pour un grand nombre de structures qui subissent depuis longtemps aussi des grandes difficultés. Mais je vais passer la parole à Mathieu Leca, qui est le représentant du directeur à l'UNA, pour effectivement témoigner de cette situation et de l'importance aussi de maintenir cet accompagnement à partir du domicile pour les personnes âgées et des perspectives. Bonjour, voilà, donc je représente effectivement l'UNA, fédération qui regroupe des structures associatives, donc œuvrant dans l'aide à domicile, le soin à domicile, aussi des établissements comme des EHPAD, des plateformes de répit, portage de repas. Donc pour commencer, je voulais d'abord finalement redéfinir c'est quoi les métiers du domicile. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, bien souvent encore, hélas, l'aide à domicile, c'est la femme de ménage, c'est la ménagère. Au mieux, c'est une cousine ou une nièce qui vient aider comme ça. Sauf que là, aujourd'hui, dans les structures d'aide à domicile, 40% du temps passé sont du temps pour faire des actes essentiels de la vie. C'est quoi un acte essentiel de la vie? Boire, manger, aller aux toilettes, se laver. C'est des choses, c'est-à-dire que 50%, quasiment la moitié du temps des aides à domicile, aujourd'hui, sont sur des actes qui permettent simplement de vivre. On ne parle même pas de vivre en dignité, on parle juste d'actes qui permettent la vie. Et après, derrière, quand aussi vous allez plus loin, il y a aussi tout l'accompagnement social. C'est-à-dire qu'une aide à domicile, des fois, c'est la seule personne que l'on voit. C'est la personne aussi qui va stimuler. Effectivement, pour un public en situation de handicap, il y a aussi tout ce rôle de stimulation, mais pas que. Pour une personne âgée, avec toutes les maladies neurodégénératrices qui existent, si derrière elle ne part à personne, si on ne la stimule pas, même si on ne lui fait pas plaisir, aussi le déclin est plus rapide. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ces derniers mois, énormément de gens se sont plaints des confinements. Mais ces gens-là, ils ont juste vécu la vie d'une personne dépendante. C'est-à-dire que oui, on n'a vu personne, oui, on était enfermé chez soi, oui, il fallait faire un certificat de sortie pour sortir. Ça, c'est ce que fait une aide à domicile tous les jours. C'est les personnes attendent la venue pour
au moins aller acheter le pain, au moins aller faire les courses, ou là. Et donc c'est rigolo comme les gens, justement, ont trouvé cette situation terrible. Ces confinements, vraiment, ça a été difficile. Attendez-vous que dans 20, 30, 40 ans, vous allez y être tous les jours. Donc là, effectivement, c'est là où ça remet l'importance sur ces rôles du domicile qui sont des vrais métiers. Ça fait des années qu'on essaye de le vendre, que oui, il y a besoin de professionnels formés, que c'est pas juste, ça ne s'improvise pas être à domicile. Voilà, on peut être effectivement aidant familial, mais l'aide à domicile, c'est pas tout à fait ça. On l'a bien entendu là dans les témoignages, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les techniques, le savoir-être pour justement faire ça comme un métier et non pas comme le parent, la nièce, la fille qui va venir aider son proche. Là, à l'instant T où je vous parle, par exemple en PACA, il y a 300 postes dans le domicile qui est à pourvoir. Et dedans, vous avez des aides à domicile qualifiées, alors aussi des non qualifiés, parce qu'il y a effectivement des situations qui sont moins graves, qu'on peut intervenir avec un peu moins de qualification, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes, des responsables de secteur. Donc effectivement, il y a une alerte, un grand besoin de trouver ces professionnels, parce que, alors ça a été dit un peu, mais dans le domicile, dans un établissement, il manque une personne, des fois vous pouvez trouver même le directeur qui va venir aider. Au domicile, moi dans ma structure, j'ai 600 salariés et 2500 bénéficiaires. 2500, c'est 2500 établissements. Même si je le voulais, comme quelqu'un il manque, je ne peux pas aller faire 25 visites établissements. Donc quand il n'y a personne, eh bien, il n'y a pas d'intervention. Ou alors on est obligé effectivement de prioriser les interventions. Et là, c'est au dépend, effectivement, c'est les actes essentiels qui vont reprendre le pas, mais au dépend de tout ce qui est dans la dignité. Oui, avoir un logement propre, ça fait partie de la dignité. Oui, de pouvoir aller juste faire un tour d'un quart d'heure dehors, c'est aussi être digne, et ne serait-ce que de parler à des gens, oui, c'est être digne. C'est tous ces moments-là que, si on n'a plus de personnel, c'est ces moments-là qui passent à la trappe. Et ça, on voit effectivement que ça, on l'a vu avec le Covid puissance 10, c'est-à-dire que le déclin du public accompagné, il est brutal. Là, on commence à en voir vraiment, c'est-à-dire que oui, alors, il est brutal aussi envers les équipes, parce que quand les gens ne sont pas aidés, ils se retournent vers les équipes en disant « mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des gens ?» On n'arrive pas à trouver des gens parce que déjà le métier n'est pas facile, et puis il y a la revalorisation salariale. Nous, alors jusqu'à peu, donc je vais modérer mon propos, mais jusqu'à peu, pendant 14 ans, vous étiez à domicile, vous étiez au SMIC. Donc, génial, la projection, ça donne vraiment envie de se lever le matin, de se dire, moi pendant 15 ans, je vais être au SMIC, pour, en plus, un métier qui est physiquement et psychologiquement n'est pas facile. Donc là, alors, contrairement à mes confrères, on a eu une revalorisation salariale au 1er octobre. 1er octobre, une revalorisation de 16%. Alors déjà, quand on dit revalorisation de 16%, bon, ça fait ressentir quand même que ça ne sentait pas bon avant. C'est-à-dire qu'une augmentation telle, c'est que vraiment, pendant des années, il n'y avait rien eu. Donc il y a ça. Bon, hélas, nos institutions, nos financeurs ne l'ont pas pris en compte. Encore. C'est-à-dire que ce sont les structures qui, là, depuis le 1er octobre, payent 16% de plus les salaires, mais aujourd'hui, c'est sur les fonds propres des associations. Si on prend l'exemple des Bouches-du-Rhône, on n'a même pas une réponse de quand et comment ça va être pris en compte. On nous a dit peut-être dans 3, 4, 5 mois. Donc, forcément, c'est au dépend derrière du fonctionnement même de la structure. Alors, soit on a des fonds propres, mais je peux vous dire qu'on y fait attention parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand, soit on n'en a pas. Et là, il y a encore justement des coupes qui vont devoir se faire, et c'est au détriment forcément de l'organisation de la structure. Et là, c'est pour ça que nous, on a eu la revalorisation salariale. Génial, on devrait être content, mais ça ne fait quand même pas venir les gens.
Parce que c'est pas que ça. C'est-à-dire que derrière, il faut aussi de l'intégration, de la formation, de l'organisation même RH. Aujourd'hui, dans les structures d'aide à domicile, vous avez une responsable de secteur pour 50 salariés. Vous avez un cadre membre de la direction pour 300 à 400 salariés. Mais dans quel secteur il existe des choses comme ça? Donc derrière, c'est vrai qu'on réclame encore, alors on a souvent taxé de pleurnicheurs ou de dire mais vous n'êtes jamais content, vous faites l'aumône, limite. Mais là au contraire, pendant cette période de Covid, les institutions, les financeurs devraient réfléchir autrement. On voit que l'hôpital souffre, on voit que la santé souffre en ce moment. Mais il y a moyen d'investir aussi, alors il faut investir dans les hôpitaux, hein, ça il n'y a pas de débat. Mais derrière l'aide à domicile aussi, fait de la prévention, empêche les hospitalisations, repousse les institutionnalisations. On a effectivement entendu des exemples de gens qui doivent être en institution, mais pour ceux qui peuvent sortir des institutions, ça passe forcément par le domicile, mais pas par des gens qui sont au SMIC et qui vont venir 2 heures de temps en temps, organisés par une responsable de secteur qui a 50 salariés à s'occuper. Ça ne peut pas. Donc il y a effectivement tout un investissement à faire, et justement, je parle d'investissement, mais quand on dit si grâce à l'aide à domicile, on met 1 euro et que ça permet de faire économiser 10 euros à la santé, moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ça, il va falloir qu'effectivement les gens l'entendent, le grand public aussi, parce que l'aide à domicile, des fois, a une mauvaise image vis-à-vis du grand public ou tout ça. Il faut qu'on arrive à changer tout ça. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lecas pour cette intervention. Je vais tout de suite passer la parole à Thierry Milléa, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité PACA Corse, et qui va intervenir sur un autre secteur qui est également touché, sur le secteur du social. Bonjour à tous, donc, je suis président de la Fédération des acteurs de la solidarité PACA Corse. Donc, la fédération est une fédération qui lutte donc, contre les exclusions, et aujourd'hui il y en a énormément. Je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été tenus par M. Méry, par le président de l'OIA, parce que je trouve qu'ils ont été très bien portés et très bien détaillés. Je vais commencer mon propos en félicitant les travailleurs sociaux et les travailleurs des établissements sociaux et médico-sociaux, parce qu'on oublie, on voit souvent le verre vide, on ne regarde pas la partie qui est pleine et qui existe. Nous, on l'a vu pendant la pandémie, les centres d'hébergement ont fait front de tous bords. On fait front de tous bords parce que il faut se rappeler que le président avait annoncé qu'il souhaitait éradiquer le sans-abrisme. Je vous laisse juge de la situation actuelle. Pour notre part, confiner des gens qui n'ont pas de chez eux, ça reste quand même de l'ordre du mythe. La crise sanitaire a permis de voir combien les centres d'hébergement et de réinsertion sociale étaient importants à la vie sociale, à l'accompagnement des personnes qui sont à la rue par accident, par choix, par migration, peu importe le motif, qui sont à la rue. Et ces gens-là, on n'a pas le droit, qui que ce soit, on n'a pas le droit de les laisser à la rue, de les laisser sans abri, de les laisser sans aide alimentaire. Je vous rappelle que pendant la crise sanitaire, l'aide alimentaire a été portée, entre autres, par 4 grosses associations marseillaises, puisqu'il y avait, pour ne pas les citer, Sarlogisol, la Caravelle, Calaja le Panier et la Fédération, pour organiser toute l'alimentation des personnes qui étaient à la rue, dans les squats, dans les bidonvilles. Je représente aujourd'hui les grands oubliés du Ségur, les grands oubliés, les grands perdants du Ségur. C'est vrai que c'est une fédération qui a été complètement zappée. Aujourd'hui, on parle de revalorisation salariale, bien sûr, mais ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, dans la tête des politiques qu'on entend aujourd'hui, il y a 3 mots qui sont devenus, en tout cas à la mode depuis 2017. C'est les tarifs plafonds, la tendance baissière et la convergence tarifaire. Ce qui veut dire qu'en fait,
vous allez devoir travailler plus avec moins, ou en tout cas à peu près pareil, mais sûrement moins, puisque la tendance baissière viendra supprimer effectivement des dotations que vous avez. Donc, après, on peut parler de revalorisation, on peut parler de tout ce qu'on veut. Dernièrement, on a travaillé sur des programmes qui s'appellent le programme Logement d'abord. Bien sûr, il y a des gens à la rue qui pourraient effectivement aller directement dans le logement sans passer par un hébergement. Sauf que, comment mettons des personnes qui sont à la rue dans des appartements qui n'existent pas, dans des programmes de réhabilitation qui n'existent pas, dans des programmes de construction qui sont lettres mortes, et qui restent lettres mortes malgré les incessantes, je dirais, invectives qu'on peut leur faire, que ce soit en région ou en national. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien se dire qu'un travailleur social, et je parle de la place d'un travailleur social que je suis, a besoin effectivement de reconnaissance salariale, mais il faut qu'il se reconnecte au sens du travail qu'il doit faire. Et je reviens à ce que disait le président de l'URIOPS, effectivement cette reconnaissance est à avoir, mais le travail de sens, pourquoi fait-on ces métiers? Pourquoi on y va? Aujourd'hui, les écoles de formation d'élus sont, comme vous voulez, à moitié pleines ou à moitié vides. Donc, c'est des questions à se poser. À quel endroit doit-on aller rendre attractif le métier? Est-ce que c'est dans les écoles de formation? D'après moi, c'est trop tard. Il faut aller beaucoup plus à l'amont. Aller voir dans les collèges, aller voir dans les lycées, aller expliquer ce qu'est le travail social. Qu'est-ce que c'est qu'on doit y faire? Comment on doit le faire? Donner envie de venir. C'est tout, pas plus que ça. Donner envie de venir travailler avec de l'humain, avec des personnes vulnérables, avec des personnes handicapées. J'ai travaillé 30 ans avec des personnes handicapées avant de venir au social. Donc je connais très bien le secteur médico-social. Je le connais très très bien. Donc oui, effectivement, je suis heureux aujourd'hui de représenter une fédération qui s'occupe d'établissements sociaux avec le médico-social, parce que je pense qu'effectivement, il y a un front commun à avoir pour effectivement porter ces revendications à tous les niveaux. Merci beaucoup. D'horizon des différents secteurs, on va conclure avec le début, c'est-à-dire avec la jeunesse, avec la protection de l'enfance. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Marc Chaput, qui est trésorier de la CNAP, et qui va amorcer cette intervention à 3 voix, puisque nous aurons également 2 compléments. Mais je vous laisse déjà la parole, monsieur Chaput. Tout à fait. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors je suis Jean-Marc Chaput, je suis président de Sauvegarde 13, mais aujourd'hui je représente la CNAP, dont je suis le trésorier. Alors la CNAP, c'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. J'insiste sur le terme enfant, parce que protéger l'enfant, je sais ce que c'est, protéger l'enfance, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est une fédération qui a été créée en 1948 et qui regroupe des associations et des mouvements qui accompagnent, accueillent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en difficulté, aussi la petite enfance. Elle représente aujourd'hui sur le territoire national environ 250 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs, 28 000 professionnels et 8 000 bénévoles. Le conseil d'administration de la CNAP, dans sa réunion de vendredi dernier, du 26, excusez-moi, a adopté une motion dont je vais vous présenter certains extraits. Vous aurez la motion dans son intégralité sur le site de la CNAP. On a intitulé cette motion « Alerte sur les métiers de l'accompagnement ». Alors les adhérents, les mouvements, les délégués régionaux, les administrateurs de la CNAP faisons part à l'ensemble des décideurs politiques et institutionnels nationaux de notre immense inquiétude face à la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nos craintes liées au manque d'attractivité de nos emplois et à leur pérennité s'accompagnent de larges sentiments d'injustice et d'absence de considération dans un contexte de mobilisation de crise inédite et solidaire. Des mobilisations historiques et inédites ont eu lieu depuis le printemps,
pour tenter de sensibiliser les pouvoirs publics sur la situation intolérable. Pourtant, les professionnels souffrent d'un manque de reconnaissance. Leur exclusion de la prime Covid, puis des revalorisations salariales suite aux accords du Ségur de la santé, sont des exemples frappants de l'incapacité des pouvoirs publics à se saisir de cette urgence. Une tendance confirmée par le silence du récent projet de loi relatif à la protection des enfants sur ces enjeux. De même, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui exclut, malgré l'accord Laforcade, une immense majorité des professionnels du secteur social et médico-social. Les associations dans la protection des enfants sont confrontées à une crise inquiétante du recrutement et un turnover important. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est dans les Bouches-du-Rhône, 500 postes financés ne sont pas pourvus. Aujourd'hui, l'accompagnement des enfants protégés et des jeunes majeurs est sérieusement compromis. Les enjeux d'attractivité nécessitent des réponses fortes et immédiates de la part des pouvoirs publics. Que la protection de l'enfant soit considérée et valorisée au même titre que la santé, en cessant les inégalités de traitement entre les soignants et les accompagnants. Ce n'est qu'à ce prix que les professionnels pourront poursuivre leur mission d'accompagnement pour réparer les inégalités de destin, donner de l'espoir aux enfants et offrir à notre société des perspectives d'avenir. Je vais passer la parole maintenant à Aude Costantini, qui représente la délégation régionale PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, M. Chefou. Donc, Aude Costantini, je suis directrice générale adjointe à la sauvegarde de l'enfance du Var. Et directrice générale adjointe, ils ont oublié. Notre directrice générale, c'est Marie Tadoli. Et je représente M. Scano, qui est le directeur régional de la CNAP. La protection de l'enfance en danger en France représente plus de 340 000 enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés au quotidien par des professionnels. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 2018, selon les sources de l'adresse, plus de 20 000 enfants ont été accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance, tous dispositifs confondus. Fortement investis, pleinement mobilisés auprès des plus fragiles, les professionnels sont la clé de voûte du dispositif de protection des enfants. La crise sanitaire a eu et continue d'avoir un impact important sur le public accueilli. Augmentation de la précarité, quand bien même les statistiques vont dire qu'il y a autant de personnes précaires ou de pauvres, il n'en demeure pas moins que la population se précarise de plus en plus et que ces personnes pauvres sont de plus en plus pauvres. Les difficultés scolaires importantes. Et tout cela engendre une dégradation de la situation de ce public que nous accueillons tous les jours. La crise sanitaire a aussi eu et continue d'avoir un impact sur les professionnels. Envie d'ailleurs, non-reconnaissance par les pouvoirs publics du travail effectué et de sa juste nécessité, dégradation des situations et manque de moyens et d'outils sur les territoires, emmènent ces dits professionnels à quitter leur poste ou à ne pas venir dans ce secteur d'intervention. Ce problème de turnover ou d'emploi non pourvu a des conséquences sur les publics et vient aggraver la situation de ce public. Rupture dans les parcours, ça a été bien exposé aussi dans le champ des personnes en situation de handicap, les suivis non réalisables et les listes d'attente. Aujourd'hui, sur le département du Var, dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert, nous avons 360 mineurs pour lesquels nous avons une ordonnance judiciaire qui stipule que ce sont des enfants qui sont en danger ou en risque de danger à domicile et pour lesquels nous ne pouvons pas attribuer la mesure à un éducateur référent. Aussi, la problématique que les associations rencontrent aujourd'hui dans le recrutement et dans la nécessaire continuité de service auprès des bénéficiaires ne peut pas se résoudre sans prendre en compte le système dans sa globalité. Un professionnel qui manque est un mineur en danger dont la situation va se détériorer. Et au plus les situations se dégradent, au plus les professionnels se dirigent vers d'autres secteurs, et ainsi de suite. D'ores et déjà, nous savons que les conséquences de la crise sanitaire sur les mineurs en protection de l'enfant sont à venir. On constate déjà les difficultés liées aux apprentissages qui commencent à être visibles suite à les différentes ruptures liées au confinement et à la déscolarisation. Je rappelle qu'un enfant, quand on a été confiné, il y a des enfants qui étaient en voie de déscolarisation et 1 mois sans école, c'est quasiment terminé. Derrière, il y a eu les vacances, 6 mois sans école. C'est très difficile aujourd'hui d'aller récupérer ce public-là. Idem, concernant les prises en charge thérapeutiques, je souhaite en parler au niveau de la sauvegarde. Nous avons aussi un CMPP, en l'occurrence,
prise en charge thérapeutique qui ne peuvent se réaliser en raison d'un manque de professionnels. On a un poste de pédopsychiatre vacant depuis 1 an, on a des postes d'orthophonistes, et l'impact de tout ça a des conséquences sur tout le monde, sur les publics accueillis, sur les familles et sur les professionnels. Il est donc urgent que les pouvoirs publics réagissent et donnent la possibilité aux associations et aux professionnels de s'adapter à cette évolution sanitaire et sociétale et aux difficultés qu'elle génère. Et qu'enfin, la protection de l'enfance soit ainsi considérée et valorisée. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Nagy, qui est administratrice à la FN3S. Merci. Bonjour à tous. Donc je représente la FN3S, qui est une fédération nationale des services sociaux spécialisés en protection de l'enfance. Et essentiellement des services qui exercent des mesures d'évaluation à la demande des juges des enfants pour caractériser le danger vécu par un enfant, donc la nature de ce danger et quelles sont les difficultés des parents à faire face, leurs ressources aussi, pour arriver à faire réduire ce danger. Et nos services font des préconisations aux magistrats qui peuvent aller de la clôture d'un dossier, parce que la crise est passée, parce que des choses ont pu se mettre en place, ou parce que le danger avait été mal évalué précédemment et qu'on a pu l'évacuer, cette notion-là. Et puis, ça peut être aussi des mesures d'accompagnement, puisque le principe premier d'un juge des enfants, c'est de maintenir les enfants au domicile de leurs parents. Je vais y revenir. Et puis, dans les cas les plus graves, où le danger est prégnant, immédiat, c'est donc les mesures d'éloignement, ce qu'on appelle placer un enfant. Alors moi, je préfère qu'on dise qu'on l'accueille plutôt qu'on le place, c'est pas un objet, mais quand même, les effets actuels de cette difficulté de pourvoir les postes des travailleurs sociaux qui exercent ces missions, comme les missions d'accompagnement ou comme les missions de placement, décalent tout. À savoir que le délai d'engagement des mesures, que ce soit les mesures d'investigation pour faire cette évaluation, ou les mesures d'accompagnement, ou les mesures de placement, dans le département des Bouches-du-Rhône, on est à peu près 7 mois d'attente. Pendant ces 7 mois, qu'est-ce qui se passe ? Le danger s'accentue. La loi parle de santé, sécurité, moralité, conditions de développement social, affectif, intellectuel, psychologique. Sur tous ces champs-là, si on laisse les enfants en danger auprès de leurs parents en difficulté, le danger ne va pouvoir que s'accentuer. Et je reviens à la question de l'investissement dont on a parlé tout à l'heure. Quand ce danger s'accentue, la mesure initiale qui aurait pu être juste un accompagnement pour permettre à l'enfant de rester auprès de ses parents, elle sera plus suffisante. On va devoir passer à une mesure de placement et éloigner cet enfant de ses parents. Tout ce travail-là, il faut bien comprendre que les travailleurs sociaux, qui interviennent, que ce soit en protection de l'enfance ou du médico-social ou du social, le premier outil, c'est eux-mêmes. On parle de métier d'humain, en fait c'est un métier qui est basé sur la relation. Il faut pouvoir se rencontrer. Quand on donne à manger à un enfant sans le regarder, comme nous a expliqué, je ne sais plus laquelle des 3 mamans, la rencontre elle ne peut pas se faire. Donc si la rencontre ne se fait pas, la relation ne se fait pas et l'accompagnement ne se fait pas. Donc, effectivement, cette question de l'attractivité des métiers traverse tous nos champs d'intervention. Et l'alerte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on construit pour les citoyens de demain. Un enfant en danger qu'on va laisser se dégrader deviendra un adulte qui ne sera pas en mesure d'occuper une place autonome, épanouie, dans la société. Donc la question de l'investissement revient encore. Si on protège les enfants aujourd'hui, on pourra peut-être éviter de construire ou de déconstruire ces enfants et de les amener vers des places dans la société qui vont générer encore plus de besoins d'intervention. Et c'est vraiment la question du cercle vicieux. Au moins on s'occupe d'eux, au plus ils iront mal, quel que soit le champ d'intervention.
et au plus ils auront besoin qu'on s'occupe d'eux. Merci beaucoup, Mariam Nagy, pour ce témoignage. Merci à ces premiers temps d'intervention. Ce que je vous propose, c'est effectivement, si dans les personnes qui sont présentes dans la salle, si vous avez des témoignages complémentaires à apporter, si vous avez des paroles pour éclairer les propos qui ont pu être déjà dits ce matin, et puis si vous avez des questions. Voilà, la parole est à vous. Donc tout de suite, nous avons une prise de parole d'Éric Kérimel, de Kervenot. Oui, bonjour, Éric Kérimel, je suis président de l'association Habitat Alternative Social qui gère 13 services essentiellement dirigés vers les exclus. Je voudrais vous faire juste un témoignage court. Quand j'étais directeur, je rencontre à Avignon une jeune femme, Manon, monitrice éducatrice, qui s'occupe la nuit de recevoir les sans-abri. Fille remarquable, qui vient et qui me dit, voilà, je vais m'en aller. Je lui ai dit, mais maintenant, on a besoin de vous. Pourquoi vous partez? Et elle me dit, savez-vous mon salaire? Elle était à 3/4 parce qu'elle élevait seule sa fille. 980 € par mois. C'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas parler valorisation de nos métiers sans parler des salaires. Les jeunes professionnels, éducateurs spécialisés, commencent avec moins de 1 400 €. Ils finissent à la retraite, le jour de leur retraite, avec une ancienneté bloquée à 21 ans. Imaginez-vous. Ça veut dire que si j'ai 21 ans, je rajoute 21 ans, à partir de 43 ans, je suis bloqué sur mes salaires. Jusqu'à 63 ans. Et à 63 ans, je vais avoir 2100 € et j'aurai comme retraite 1 400 €. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre argument à donner. Si on ne parle pas d'augmentation de salaire dans notre secteur, qu'on arrête de blablater sur le reste. Alors merci de vous présenter quand vous prenez la parole. Bonjour, oui, Sophie Ponzel de l'association des pupilles d'enseignement public des Alpes du Sud, donc dans les Hautes-Alpes. Je voudrais d'abord remercier monsieur ce qu'il vient de dire parce que je suis tout à fait d'accord. La question des salaires, elle est primordiale. Aujourd'hui, nos professionnels, ils sont payés des queues de cerises et c'est scandaleux. C'est d'ailleurs le reflet du mépris qu'on a pour tous les publics qu'on accompagne. On a dit tout à l'heure, et je remercie les mamans notamment qui sont intervenues, parce que c'était vraiment, ça illustrait la réalité. Nous, on a par exemple une maison d'accueil spécialisée, dans laquelle depuis des mois, c'est catastrophique. Les chefs de service, la directrice, passent leur vie à faire des plannings qui ne tiennent même pas 24 heures, parce qu'on est en manque de personnel permanent. Pour vous dire, la semaine dernière, ils nous ont dit, voilà, aujourd'hui, on a 90% d'absentéisme dans le secteur des agents d'entretien. Ça veut dire concrètement une personne à mi-temps qui est là au lieu de 5. Et dans la proximité, l'accompagnement de proximité, on avait 50% d'absentéisme. J'ai entendu dire ici, c'est dramatique parce qu'il n'y a que des intérimaires. Soyez heureux d'avoir encore des intérimaires. Nous, on n'en trouve plus. Il n'y a plus personne. Donc effectivement, le chef de service s'est passé l'autolaveuse, il n'y a pas de problème. C'est lui qui le fait maintenant. Quand il arrête de faire ses plannings, les infirmières changent les draps. Et les activités, nous qui étions si fiers de notre projet d'établissement, qui est un petit établissement à taille humaine, où on pouvait vraiment faire du travail de qualité, eh ben on n'y arrive plus. Et je vais vous dire un truc encore plus stupéfiant, c'est que malgré ça, on a des aides-soignantes qui acceptent quand même de venir travailler en intérim chez nous. Parce qu'elles trouvent que les conditions de travail sont bien meilleures qu'à l'hôpital ou en EHPAD. Et parce que le travail a encore du sens, alors que nous on trouve qu'il n'en a plus beaucoup depuis des mois. Sauf qu'elles ne veulent pas venir en CDI, parce qu'elles ont 400 à 500 € de moins. Donc aujourd'hui c'est un scandale. On va revaloriser quelques professionnels, tous les autres, les non-soignants, qui entre parenthèses
ont tous été considérés comme soignants quand il a fallu se faire vacciner, mais pas pour les salaires. Ben voilà, eux, ils n'auront rien. Les agents d'entretien qui sont à peine au SMIC, les grilles qui commencent en dessous du SMIC, moi, quand je vois les offres d'emploi qu'on publie, j'ai honte. C'est pas possible de payer les gens comme ça. Donc il faut se battre, et je vais vous dire, 183 €, c'est que dalle et ça suffira pas. Ça fait 20 ans que les salaires sont bloqués, c'est pas 183 € qui manquent, c'est 300, 400, 500 € par mois. Voilà. Bonjour, je suis la maman d'une petite Agathe qui a 35 ans aujourd'hui, qui est en externat à l'association Un Toit pour moi, à la Masse, pardon. Je dois juste dire que nous avons notre enfant à domicile tous les jours et que nous sommes vieillissants puisqu'on a 70 ans. Et aujourd'hui, notre enfant est presque en danger parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de personnel non plus pour le soir, pour nous aider, et parce que justement, ce n'est pas assez payé. Et nous avons surtout une grosse crainte, c'est de mettre notre enfant en internat, vu les conditions dont Madame Beauparlon a parlé tout à l'heure. Et nous espérons que tout ça va finir un jour, parce qu'on n'en peut plus d'imaginer notre avenir avec cet enfant qui ne sera pas bien pris en charge dans cet internat qui nous pend au nez, en fait, on allait dire. Parce qu'en fait, il n'y a aucune autre solution. Il faut vraiment que les salaires soient revus parce qu'on ne trouve personne. Même à domicile, c'est très très difficile. Et croyez-moi, notre vie n'est pas rigolote tous les jours. Malgré notre force, malgré notre gaieté, et nous avons vraiment besoin que ça bouge. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bonjour, je m'appelle Benjamin Castelletti. Je suis dans un foyer de vie avec ma directrice qui est à côté de moi. Et je trouve ça inapte d'avoir pas de plus d'éducateurs. Il faudrait embaucher un peu parce que sans les éducateurs, ça ne peut pas tourner. Comment dire ça, sans les éducateurs, on ne peut pas trouver des projets de vie. Et on ne peut pas avancer dans notre projet pour sortir de foyer, pour être en appartement. Et on ne trouve pas des éducateurs pour embaucher. Intervention. Bonjour, Barbara Gégli, je suis éducatrice spécialisée en maison d'enfants. Je suis d'accord avec tous les constats qu'on fait ici, notamment sur nos salaires et sur le fait de ne pas pouvoir accompagner convenablement les usagers. Ma question, c'est qu'on est à peu près tous d'accord ici sur les mêmes choses. Où sont les politiques en fait, et sur cette conférence de presse, comment est-ce que vous comptez interpeller les élus, que ce soit départementaux, régionaux, et quel est l'impact d'une réunion comme celle-ci? Parce que je pense que le problème aussi des métiers du social et du médico-social, c'est qu'on n'arrive plus à se réunir, qu'il n'y a pas assez de réflexion collégiale, certes, mais il n'y a pas assez d'action et de mobilisation. Donc j'aimerais savoir comment, avec une assemblée comme celle-ci, où on fait les mêmes constats, on va pouvoir être visible auprès des politiques pour avoir un poids quelque part, comme a pu l'avoir l'enseignement ou les métiers de la santé. Alors avant de passer la parole peut-être à certains des intervenants, peut-être déjà dire qu'on s'inscrit dans une démarche qui est nationale. Alors forcément nationale parce qu'on ne demande pas une revalorisation pour le 13 ou pour la région. Cette revalorisation, elle est pour l'ensemble du territoire. Et elle dépend aussi beaucoup de choses qui sont décidées au niveau du gouvernement, au niveau aussi des négociations sur des conventions collectives, puisque comme vous savez, tout est régi aussi par ces conventions collectives. Donc nous portons ici, nous relayons localement une démarche qui est nationale, et aujourd'hui même, sur plusieurs régions, il y a des mobilisations, des manifestations, des conférences de presse. En tout cas, l'important est effectivement de faire savoir que les dernières mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes. Parce qu'effectivement, il y a eu des saupoudrages assez fréquents ces derniers temps, ce qui fait qu'on a eu un certain nombre de mesures qui ont pu être prises dans le cadre du Ségur de la santé, mais qui excluent, comme nous l'avons dit ce matin, un grand nombre de salariés. Donc effectivement,
peut-être que le gouvernement considère qu'il a déjà fait beaucoup de signes dans le sens du secteur, mais nous sommes là pour rappeler que malgré ces mesures, il reste encore beaucoup de choses à faire pour valoriser, revaloriser sur un plan salarial et d'autres mesures pour attirer des professionnels dans ce secteur. Nous n'excluons pas que si les choses ne se débloquent pas par la suite, là, de façon assez rapide, nous passions à des mobilisations peut-être plus visibles pour que, enfin, le secteur soit entendu. Après, il y a des choses qui appartiennent aussi aux syndicats employeurs et salariés sur de la négociation d'un certain nombre de mesures pour ces revalorisations. Mais très clairement, il est important de maintenir une mobilisation, de maintenir aussi ce lien que nous avons, y compris avec les représentants des pouvoirs publics localement, puisque nous avons envoyé plusieurs courriers, que ce soit dans le champ de l'aide à domicile, que ce soit effectivement dans le secteur sanitaire et social, et médico-social bien sûr, à destination des présidents des conseils départementaux, à destination de l'ARS. Nous communiquons très régulièrement avec l'ARS, mais les décisions pour l'ARS se prennent plutôt au niveau national. Et puis, pour ce qui concerne les présidents des conseils départementaux, les positions peuvent être très différentes d'un département à l'autre. Mais nous sommes en lien avec eux. Et on essaye de... Et c'est l'objet même d'une conférence de presse comme ce matin, c'est de rendre visible ce qui se passe, les réalités. Il est important aussi que le grand public ait connaissance de tous ces éléments. Parce que ça peut être aussi un moyen de pression. Si on reste dans l'entre-soi entre nous, si l'on reste dans le secteur, on est tous d'accord. Je suis d'accord avec vous, on est tous d'accord. Il faut absolument faire connaître ces difficultés dans le grand public. D'où la nécessité de communiquer via les médias pour qu'on puisse très clairement dire que tout le monde est concerné aussi. Quand notre secteur est touché, c'est nos proches, nos voisins, tout le monde est concerné parce qu'on a tous des parents ou des enfants en situation de handicap, ou on connaît des personnes qui sont dans des situations de grande détresse, de précarité, qui ont des problèmes de santé. Voilà, ça résume une situation qui est partagée par un très grand nombre. Donc voilà l'objet, mais peut-être que certains d'entre vous souhaitent compléter ces propos. Monsieur Chaput. Alors, je vais passer mon micro à peut-être un petit coup de... Oui, vous avez raison, il faut que ces conférences de presse, ces manifestations soient relayées auprès des politiques, puisque c'est eux qui ont la décision. Donc cette conférence de presse, elle a lieu aujourd'hui dans la plupart des régions. Elle réunit les fédérations et les mouvements régionaux, mais il faut savoir que au niveau national, on est appuyé au niveau national, puisque toutes les fédérations, alors que ce soit la CNAP, Nexem, l'UNIOPS, etc., ont fait un courrier au Premier ministre, justement pour appuyer ces actions régionales, donc à la fois régionales et nationales. Il va y avoir aussi l'association des départements de France qui va se réunir bientôt dans l'Ain, je crois. Et je sais que la CNAP, notre représentant local, va être entendu lors de cette réunion pour appuyer effectivement, relier les mouvements régionaux. Voilà, donc effectivement, il faut sans arrêt être présent, le faire savoir, mobiliser les médias, parce que c'est par ce moyen aussi qu'on se fait entendre, afin que on puisse obtenir cette revalorisation indispensable, non seulement des salaires, mais aussi de la reconnaissance des métiers, du social et du médico-social. Bonjour, je me présente Abdallah Nazef, je suis papa d'un jeune adulte qui a un établissement. Établissement pour adultes, a priori c'est fermé, il n'y a rien du tout, donc un blocage. Je suis touché comme l'ensemble des parents aidants par cette régression. Donc ma question elle est toute simple. En quoi nous, les parents, pourrions-nous vous aider?
Je tiens à vous saluer pour le travail que vous exercez, comme je salue l'ensemble des salariés qui exercent un travail avec un total dévouement, dame en a parlé. Donc c'est nous les parents. Comment pourrions-nous vous aider? Merci. Je ne vais pas forcément répondre à votre question, même si je peux juste vous dire que lorsque je travaillais dans le médico-social, on a eu à intervenir pour des éventuelles fermetures d'établissements. Et je peux vous dire que les pouvoirs publics, au sens large du terme, redoutent de voir les parents dans la rue. C'est vous qui avez la force de frappe, je dirais, de ce que vous pouvez faire et de pouvoir influer directement sur les politiques. Voilà. Enfin, je voudrais revenir sur ce que disait Eric, que je salue au passage, et ce que disait Madame sur les revalorisations salariales. Oui, effectivement, il faut revaloriser, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu disais, Eric, mais demain, ce sont des précaires qui s'occuperont des précaires. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Je suis entièrement d'accord avec toi, Eric. Le syndicat employeur a signé un accord de 2 centimes du point. Je sais. Et c'est des gens du secteur qui ont fait ça. Exactement. Et je suis... Ceux qui ont signé cet accord à 2 centimes du point devraient démissionner sur le champ. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage le point de vue. Et pour ce faire, je profite d'avoir le micro pour vous dire que le 7 décembre, donc mardi prochain, il y a une manifestation à la préfecture à Marseille à 10h du matin sur la mobilisation des personnels d'établissement, sur la mobilisation des établissements et des fédérations. C'est national. Partout. Et donc je pense que ça va être important d'être là, d'y être. On y sera, enfin moi j'y serai en tout cas. Et je profite aussi pour vous dire que le 6 et le 7 janvier prochain, vous allez me dire c'est loin, mais bon, on y est presque, aura lieu le congrès national de la Fédération des acteurs de la solidarité à Rennes. J'y serai aussi. Nous allons interpeller les candidats à la présidentielle, puisqu'ils seront tous invités et seront tous présents, enfin presque tous, je vous laisse méditer. En tout cas, les présents qui seront là seront interpellés par les présidents de fédération, justement sur l'attractivité des métiers, sur la revalorisation des salaires. Et là, il n'y aura pas le syndicat employeur qui a signé, mais effectivement, on va demander qu'il y ait une réelle revalorisation des grilles salariales. Je suis comme toi, Eric, depuis des années, j'entends parler de l'Arlésienne, la Convention unique, depuis 40 ans. Et c'est une vaste foutaise, parce que tu sais très bien comme moi que ça n'arrivera sûrement jamais, ou en tout cas, peut-être que moi je ne serai plus là quand ça arrivera, mais en tout cas, l'Arlésienne, on la vit, on l'attend, elle est arlésienne. Oui, Géraldine, pardon, je suis là. Alors, Vincent Gomez-Bonnet dans un premier temps, après on passe la parole au président de l'URIOPS et ensuite Madame a demandé aussi la parole. Ouais, moi c'est très rapide, c'est juste pour insister sur la question de l'urgence et de l'ambition, effectivement des réponses politiques à apporter et notamment au niveau national, et je suis assez d'accord, enfin, voilà, je rebondis sur les 3 interventions qui sont un peu similaires. Il ne faut pas qu'on se trompe effectivement dans les délais de réponse et dans le niveau de réponse. Et juste pour associer à ça, témoigner, mais vraiment de manière très modeste, sur la difficulté qu'on peut ressentir aujourd'hui en tant que représentant de l'employeur, en tant que directeur général en l'occurrence, parce que convaincu effectivement du bien fondé, de la légitimité et de la revendication des personnels, de ne pas être en capacité de répondre, parce que bien évidemment, vous parliez des fonds propres tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, c'est des réponses en one shot, et puis c'est pas le niveau d'ambition attendu. Et moi, je suis en grande difficulté aujourd'hui, pour pas dire à mes professionnels, aux salariés qui travaillent dans nos établissements, oui, vous avez raison, battez-vous. Et puis en même temps, ils me disent, et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien oui, effectivement, j'aimerais bien faire, mais je ne peux pas. Parce que c'est pas suffisant, parce que le niveau d'ambition effectivement nécessaire est bien au-delà de ce que peuvent faire des fonds propres, qui doivent assurer effectivement quand même une responsabilité gestionnaire pour les années à venir. Et voilà, donc je suis quand même aussi en difficulté de ne pas pouvoir répondre là où je voudrais y répondre, et je ne voudrais pas qu'on oublie aussi cette partie-là. Merci beaucoup. Jean-Vincent Picrez. Oui, je voulais répondre au monsieur qui a interrogé donc, sur comment les familles peuvent nous aider.
Je crois que dans les témoignages, on a bien vu qu'il y a 30, 40 ans, ce sont les familles qui se sont mobilisées pour créer des établissements. Et effectivement, les familles font toujours peur aux institutions et au pouvoir public. Et je crois que vous pouvez nous aider en restant mobilisés, en imaginant que vous êtes dans l'intérêt général, c'est-à-dire pas uniquement dans le cas de votre enfant. Donc en parler autour de vous, parler aux familles, parler aux amis, montrer un petit peu ce qui est en train d'arriver. Et donc de rester mobilisé pour... On parle beaucoup de collectifs, de choses comme ça, mais en tout cas, pardon, cette mobilisation, voilà, il faut que vous veniez sur des conférences comme ça, il faut en parler, il faut essayer de militer dans des associations de familles qui en ont beaucoup besoin, de manière à montrer la force, et puis, comme on l'a dit, peut-être que les prochaines actions, elles seront un peu plus importantes, un peu plus désagréables peut-être pour les pouvoirs publics, et peut-être qu'il faudra aller devant l'ARS, qui n'est pas très très loin, là, ou peut-être devant les conseils généraux, pour essayer de dire, ben voilà, avec nos enfants, comme l'ont fait certains d'entre nous ici, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vous qui les gardez, c'est vous qui les accompagnez, qu'est-ce qu'on en fait demain? Voilà comment vous allez pouvoir nous aider en restant à nos côtés, mobilisés, et en disant à plus de familles de se mobiliser. Madame Tourame. En fait, je voulais vous dire qu'en fait, si je suis venue un peu raconter ma vie, c'était pour soutenir les salariés. Je suis ravie parce que c'était simple et clair. Voilà. Ils sont sous-payés et ils s'en vont. Ils vont en intérim. Et donc, moi, vous savez, les parents sont des vrais pitbulls. Et on est tous prêts à sortir de chez nous. Et en fait, moi, j'attends de mon association depuis des mois qu'elle se mobilise, qu'il y ait une action dehors. Et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Et donc, j'ai entendu parler des syndicats qui allaient, et je dis, ben, s'il faut accompagner les syndicats, puisque finalement c'est une question de salaire, ben, les parents, il faudrait qu'aujourd'hui, la conclusion d'aujourd'hui, c'est un appel aux parents d'aller le 7 dans la rue. Parce que, je vous assure, moi, je m'en fiche de raconter qu'on est malheureux, etc., si on fait rien. Et on est nombreux à vouloir sortir dans la rue. S'il pleut pas, je sors avec mon fils, je vais dans la rue. Mais voilà, on peut compter sur nous, parce qu'on est vraiment solidaires des salariés. Et je remercie vraiment cette personne qui a été d'une clarté. Voilà. Il faut revaloriser les salaires, c'est la seule conclusion d'aujourd'hui. Et un appel aux parents à suivre, puisqu'il n'y a que les syndicats qui font quelque chose dans la rue, et ben moi je suis le syndicat. Voilà. Et on a encore une demande de parole. Bonjour, je suis Lorraine Vidalin, je travaille à la DSEA du 04. Je suis accompagnatrice sociale au Fonds d'aide aux jeunes. J'ai un peu honte de parler de mon salaire quand je vois que les jeunes que je suis n'ont ni logement, ni salaire, ni quoi que ce soit, qu'ils ont entre 18 et 25 ans, que c'est une mesure sur 6 mois et qu'on a peu de temps pour trouver du travail, pour les accompagner à plein niveau, insertion administrative. Et je suis convaincue de ce que je fais dans mon métier, à quelque niveau que ce soit, mais oui, revaloriser nos salaires, mais aussi comment on accompagne cette population précaire qui se retrouve aussi souvent très seule, sans parents, sans personne. Hein. Ça peut être des jeunes du territoire, des jeunes migrants, voilà. Moi, c'est ça qui me touche à l'heure actuelle. Et pendant la période Covid, ça a été extrêmement difficile pour eux, parce que tester avant de rentrer en centre d'hébergement, voilà. Je veux dire, on a peu de moyens, voilà, et je trouve qu'en plus, les droits de ressources CAF ont été modifiés. Si vous travaillez un peu, c'est tout recalculé. C'est la difficulté de plus en plus grande, la précarité de plus en plus grande. Et voilà, moi je me questionne énormément sur ça. Je sais que notre association n'a pas le pouvoir de faire plus, mieux, mais je sais qu'elle se bat auprès de nous et auprès des publics qu'on accueille ou qu'on suit pour que ça s'améliore. Voilà.
Merci beaucoup. Une dernière prise de parole. Lydia Mathéus, association Serena. Je rebondirai sur ce que disait Vincent Gomez. On est en difficulté aujourd'hui. Moi, je suis en difficulté quand on a des jeunes diplômés et qui me demandent si on peut faire un effort parce qu'ils démarrent à 1350 € après 3 ans d'études. On est en difficulté pour expliquer à des salariés pourquoi leur voisin est revalorisé au même niveau de diplôme et eux pas. Pourquoi quelqu'un qui a un niveau de diplôme inférieur à un AMP va gagner plus qu'un éducateur spécialisé demain. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut porter les projets, expliquer ce vers quoi on veut aller, être de plus en plus exigeant dans les accompagnements, mais à juste titre, et à la fois ne pas rémunérer et ne pas être cohérent dans ce qui est fait. Aujourd'hui, Ségur, pour nous, ça a totalement déstabilisé le système. On a des gens qui gagnent 183 € de plus que les autres. Ça reste insuffisant, mais il y en a qui ne toucheront rien, même pas après la forcade. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer aux professionnels. On est totalement démunis. Ça n'a plus de sens. Merci pour cette prise de parole. On voit bien la place que prend effectivement cette question de la revalorisation salariale. On voit l'impact sur le maintien des effectifs actuels et les perspectives de recrutement et les perspectives. Alors, peut-être juste pour terminer très rapidement, avant de vous libérer, si les choses se maintiennent en l'état, on se pose la question de qu'est-ce qu'il adviendra de l'accompagnement des différents publics dont nous avons parlé ce matin, peut-être d'autant plus avec ceux dont on a parlé pour terminer, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire effectivement les perspectives pour les enfants, mais tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, ceux qui naissent dans une précarité, dans une certaine pauvreté. En tout cas, bien sûr, on se pose la question pour l'ensemble des publics, mais il y a des perspectives qui, si aujourd'hui certains accompagnements sont mis, eux, en difficulté, si nous n'arrivons pas à prendre soin des personnes qui prennent soin des plus vulnérables, quelle société pour demain, quel projet de société pour demain, quelle vision de la solidarité nationale. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce secteur, l'ensemble du secteur dont on a parlé, est financé par la solidarité nationale. Est-ce qu'il faut que demain, on aille vers des pistes de financement privé, qu'on aille s'adresser à des entreprises pour faire du mécénat sur le fonctionnement de ces missions d'intérêt général? Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Parce que, effectivement, peut-être qu'à un moment, c'est bien le nerf de la guerre, ce sont ces revalorisations. Si elles ne sont pas confirmer ces revalorisations, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aura la possibilité de laisser fuir ces ressources vives que sont les salariés dans les associations? Enfin, voilà, tout un tas de questions qui se posent. Est-ce que l'un d'entre vous, à cette table, souhaite donner son point de vue sur cette situation? Est-ce que, parmi les participants? Oui, alors, une prise de parole de Mila. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est à un tournant aujourd'hui de la société. On est dans une période qui est importante pour notre société, puisqu'il y a une présidentielle qui est en ligne de mire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut... je pense que les parents doivent se mobiliser, les établissements doivent se mobiliser, les fédérations doivent se mobiliser pour continuer de porter un discours, je dirais, un peu offensif, que ce soit sur la revalorisation salariale, parce qu'effectivement, on voit bien que ce que disait je ne sais plus qui, un éducateur spécialisé qui démarre à 1 250 €, c'est même pas pensable. Il fait des années d'études et il démarre à 1 250 € avec la convention 51 ou la convention 66, pour ne citer que ces deux-là. C'est à peine, c'est même pas pensable. Donc, comment trouver des gens qui vont venir travailler dans les établissements, c'est une question qu'on se pose tous. Il y a quelques années de ça, je pense qu'Éric sera assez d'accord, quand on faisait un recrutement, j'étais directeur d'établissement, quand on faisait un recrutement, sur un poste, on avait une quinzaine, vingtaine, trentaine de candidatures. Aujourd'hui, quand on a une candidature, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On est heureux. Donc,
les questions, la question du salaire, bien sûr qu'elle est fondamentale, bien sûr qu'elle est primordiale, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on va questionner les travailleurs sociaux qui sont en formation dans les centres de formation, j'interviens à l'IMF à Avignon ou à l'IFME sur Nîmes, mais moi, les gens, les éducateurs me parlent de ça. Ils me disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre? On ne va pas aller travailler pour que dalle, dans des métiers qui sont compliqués, des métiers qui sont fatigants. Parce que la reconnaissance, ça passe par là. La fatigue, mesdames, vous en parliez tout à l'heure de la fatigue des travailleurs sociaux, mais on a du mal à l'imaginer. On a du mal à imaginer que c'est fatigant, le métier de travailleur social. Mais non, il est au bureau tout le temps. Il n'en fout pas une, il fait des rapports. Mais non, c'est pas ça. Moi, on les a vus pendant la pandémie. Qui c'est qui était dans la rue? Quand Marseille s'est vidé, qui c'est qui est resté? Qui est devenu visible? Les gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir d'habitude, c'est-à-dire tous les sans-abri, les précaires, les gens qui sont réfugiés, les migrants qui se cachent parce qu'ils ont peur la journée. Mais là, du coup, la pandémie a permis de rendre visibles les invisibles. Et aujourd'hui, les invisibles qu'on voit un peu mieux, mais ça reste un peu compliqué. Mais ces invisibles-là, ils nous interpellent, ils nous disent, pendant la pandémie, vous avez su nous aider, donc continuez à le faire. Continuez à le faire. On est allé dans les bidonvilles, dans les squats, dans tous les lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. On y est allé. Je crois qu'il faut continuer ce combat-là, porter un discours offensif. La présidentielle, c'est dans quelques mois. Il ne faudra pas se tromper. Maxime. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de faire le lien entre la question qui a été posée de qu'est-ce qu'on peut faire et la question que vous posez sur quel modèle de société nous voulons. Je crois que ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je crois que c'est une bataille culturelle qui doit être menée. Vous en parlez clairement. Quelle société on veut? Quelle société? Quel modèle de résilience on veut? Comment nous allons faire vivre les solidarités de proximité pour les personnes qui sont isolées de tout soin? Comment nous allons faire vivre les solidarités de proximité pour les personnes qui ne voient plus personne à la maison? Il faut quand même dire qu'il y a 500 000 personnes âgées aujourd'hui qui n'ont pas de contact direct ou rapproché avec des personnes pendant toute une journée. Ça arrive. Le passage de la société de la longévité pour nos personnes âgées, comment on va faire en sorte de favoriser le retour à l'autonomie? Sur les questions sociales, la question du lien entre social et santé, comment on va faire pour ces personnes-là qui cumulent les handicaps? Comment on va faire pour celles qui cumulent les handicaps entre les personnes précaires et les personnes handicapées? 9 millions de personnes pauvres, dont 2 millions de personnes handicapées. On en est là. On en est là. Et donc aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un grand nombre de personnes qui cumulent les fragilités. Alors quelle société on veut? Mais je crois que nous, en tout cas, à la Croix-Rouge française, on a fait le choix de promouvoir ces valeurs d'altruisme. Et c'est ça le plus important, de promouvoir ces valeurs de solidarité et de tolérance pour qu'ensemble, on arrive quelque part à faire société. Parce que c'est ça dont on parle, c'est faire société. Et donc je crois qu'à un moment où nous avons une forte crise de confiance de la part des politiques, nous avons une forte crise de confiance de la part de l'ensemble des institutions, il faut que nous, tous ensemble, et là chacun a son rôle à jouer, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de sa famille, on a tous un rôle à jouer pour qu'on fasse société. Et on n'y arrivera pas sans nos collaborateurs. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. On n'y arrivera pas. Ces valeurs ne pourront pas continuer d'exister sans nos collaborateurs qui, au quotidien, se battent pour faire perdurer ce lien social mis, on en a parlé, mis à mal par une crise sanitaire qui nous a quand même fortement épuisés. Madame en parlait, et ce, dans tous les secteurs d'activité qu'on voit ici. Parce que quels sont nos points communs, si on doit avoir un fil rouge ici, c'est le fil rouge du lien social. Nous avons une activité qui s'inscrit vis-à-vis de l'autre et dans le rapport à l'autre. Et donc, voilà le message qu'on veut passer, le modèle de société, la bataille culturelle qu'on veut mener, et c'est encore une fois celle de la solidarité, de l'altruisme, et je crois que sur ces valeurs-là, on a besoin de tout le monde, parce que la société qu'on veut défendre, c'est celle de l'engagement, clairement. Alors désormais, je crois qu'on peut se le dire, c'était la première étape, mais il va falloir continuer à s'engager pour faire vivre ces valeurs. Merci beaucoup. Alors s'il n'y a pas de nouvelles demandes d'intervention, si Monsieur Chaput. Une dernière intervention. Vous
posiez la question des conséquences. Moi, je vais vous donner des exemples extrêmement concrets que je vis au sein de mon association. On a un SIAD, un service d'infirmiers à domicile. On n'arrive plus à recruter des infirmiers, on n'arrive plus à recruter des aides-soignants. C'est-à-dire que ces personnes qui vont aider tous les jours des personnes âgées ou des personnes handicapées, on envisage de le fermer carrément, puisqu'on n'a plus de personnes pour le faire. C'est-à-dire que ces personnes vont être abandonnées. C'est ça des réalités concrètes du terrain. Dans le cadre de la protection de l'enfant, est-ce que vous savez qu'à aujourd'hui, on a une liste d'attente de 900 enfants en danger pour lequel le juge a prononcé une ordonnance et qu'on ne peut pas suivre parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut. Et je vais même aller plus loin. On a des personnels qui sont partis de chez nous pour aller au conseil départemental parce qu'ils gagnaient 400 € de plus par mois. Donc c'est scandaleux, ça. Voilà. Et donc, est-ce que c'est cette société qu'on veut demain? C'est-à-dire où les enfants ne sont plus protégés, où les personnes âgées et handicapées ne sont plus suivies? Non. On est là pour ça. Alors les salariés, mais nous, qui sommes des bénévoles, si on s'engage, comme les familles, c'est parce que justement, on refuse cette société. On veut une société de solidarité avec tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on mette fin à cette conférence de presse pour les médias qui sont encore présents, s'ils souhaitent effectivement avoir des interviews en bilatéral avec des personnes présentes qui n'hésitent pas à se manifester. Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous ceux qui sont venus de loin, du 04, du 05, qui ont fait cette route jusqu'à Marseille. Merci aussi à quelques étudiants, notamment de la CADNEL, je crois savoir qu'il y a des étudiants de la CADNEL présents. Merci à vous. Merci à tous d'être venus et on vous tient au courant pour toutes les suites. Merci à tous.